Lors de mon premier rendez-vous avec Marc, il m'a demandé depuis combien de temps datait ma dernière relation. J'ai regardé la table, entourant ma bière de mes mains. J'avais toujours détesté cette question. Elle me semblait d'une évaluation si effrontée. Un conseiller d'orientation s'enquérant d'un trou dans votre CV. Une hygiéniste dentaire demandant à quelle fréquence vous passiez le fil dentaire. Je savais qu'il ne m'évaluait pas. Nous travaillions ensemble depuis 2 mois, et dans ce bar bondé, nous parlions avec l'aisance et la franchise de bons amis. Il m'avait confié la douleur de son divorce, ses difficultés financières, sa solitude. Il traînait souvent près de mon bureau, m'envoyait des emails flirteurs. Et, ce qui m'était le plus adorable et pour lui le plus mortifiant, rougissait dès que je lui adressais la parole. Il était pour ainsi dire déjà conquis. Pourtant, je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas qu'il sache la vérité que j'avais 39 ans et que je n'avais pas eu de petit ami sérieux depuis 8 ans. J'avais déjà vu des hommes reculer devant cette information, même quand les chiffres étaient moins élevés. Ils me regardaient d'un air froid et curieux, comme si j'étais un restaurant avec trop peu de clients, une maison restée trop longtemps sur le marché. Un homme l'avait d'ailleurs formulé ainsi: « Quel est ton problème ?»« Je ne sais pas. » Avais-je répondu. « Mais tu es attirante ?» dit-il, comme s'il n'en était plus sûr. « Je ne sais pas quoi te dire, dis-je. Je ne sais pas pourquoi. » Maintenant, face à la question innocente de Marc, j'ai éludé. Longtemps, dis-je rapidement. Marc ne sembla pas remarquer l'esquive. Il but une gorgée de bière et nous passâmes à d'autres sujets. Nos collègues, les romans de Douglas Coupland, Seattle. Puis, au coin d'une rue à la sortie du bar, à notre premier baiser. Je savais qu'il me faudrait finir par lui dire, mais pas encore. Quand ce prétendant d'il y a longtemps m'avait posé cette question. Quel est ton problème? J'avais été bien sûr. J'avais fini mon verre et dit que je devais me lever tôt. D'ailleurs, question n'était pas pire que chaque jour. Barsta le trek sur onde d'uteur. Ce n'était pas une haine de soi totale, plutôt un vide qui me frappait la poitrine à certains moments. Un long trajet de métro pour rentrer d'un rendez-vous médiocre, une conversation téléphonique avec une amie mariée qui dit soudain qu'elle doit raccrocher parce que son mari vient de sortir le rôti du four. Mon réconfort venait de là où les femmes célibataires le trouvent habituellement, mes autres amis célibataires. Nous nous réunissions les soirs de week-end, échangeant des histoires drôles et tragiques sur nos vies amoureuses désastreuses, nous rassurant mutuellement sur notre beauté, notre intelligence et notre gentillesse collective, nous émerveillant de l'idiotie des hommes qui ne voyaient pas cela chez nos amis. Surtout, nous essayons de donner un sens à tout cela. Nos amies mariées étaient-elles vraiment tellement plus désirables que nous? De temps en temps, l'une d'entre nous déclarait que les femmes mariées étaient en réalité malheureuses, que c'était elles qui nous enviaient. Mais cette théorie n'allait jamais très loin. Nous savions que nos amies mariées n'échangeraient pas leur place avec nous, peu importe à quel point elles se plaignaient de leur mari. Bien sûr, il existe de nombreux livres et émissions de télévision populaires qui détaillent la vie de telles femmes. Mais dans ces histoires, des hommes adorables abordent constamment les héroïnes dans les parcs et aux arrêts de bus pour les inviter à dîner. La célibataire de sitcom n'est jamais seule longtemps. Elle passe d'un homme à l'autre, changeant de petite amie aussi souvent que de sac à main. Mes amis et moi avions quelques rendez-vous et mini-relations. Mais la plupart du temps, nous étions seuls, bien que beaucoup d'entre nous regardaient et appréciaient ces émissions. Ils ne s'offusquaient pas tout à fait quand on nous faisait remarquer que nos vies étaient exactement comme celles des protagonistes. Le stéréotype qu'elle créait de la célibataire de plus de 30 ans en chasse d'hommes jetait une ombre sur nous. Être une femme seule qui préférerait ne pas l'être signifiait en quelque sorte que vous étiez une idiote, une tête de linotte qui n'avait que peu de préoccupations au-delà du shopping, des pédicures et du
rappellera-t-il. Mes amis et moi n'avions aucun intérêt pour le shopping ou les pédicures, mais cela ne nous empêchait pas de nous sentir terriblement embarrassés d'aspirer à l'amour. Admettre que l'on voulait un mari, et encore plus que l'on était désemparé de ne pas en avoir, semblait être une trahison du féminisme. Nous étions censés être au-dessus de cela. Non pas qu'une quelconque féministe ait jamais dit qu'il était horrible de vouloir une relation. Les emails que nous recevions de Nov ou du planning familial se concentraient sur les droits reproductifs et l'égalité salariale, pas sur les rencontres et le mariage. Confesser un besoin d'amour pouvait aussi être interprété comme la preuve que vous n'y étiez pas prête. Un soir de décembre, alors que je prenais un verre avec un ami marié, il s'est exaspéré de mes plaintes certes agaçantes sur le fait de devoir passer une nouvelle période de fête sans partenaire. « Sarah, tu gères à presque tous les niveaux, dit-il. Mais sur ce seul sujet, tu te transformes en gamine ridicule. » Comme les femmes célibataires du monde entier, j'avais adhéré à l'idée que le problème venait forcément de moi, qu'il y avait un défaut essentiel. Arrogance, manque d'estime de soi, peur de l'engagement, qu'il fallait corriger. Je devais être réparée. En tant que rédactrice indépendante, je n'avais pas les moyens de me payer un bon thérapeute, mais mon travail me donnait accès à certains des meilleurs professionnels de la santé mentale du pays. Alors que j'écrivais des articles sur les premiers rendez-vous et les ruptures, j'interviewais des professeurs de psychologie et des thérapeutes, parsemant sans vergogne la conversation d'anecdotes tirées de ma propre vie. J'essayais d'atteindre la racine du problème, pour le bien de la gent féminine et pour le mien. J'ai aussi parlé à beaucoup d'auteurs de livres de développement personnel. Il y avait la dame mariée adepte de la manière forte, qui déclarait que la clé pour trouver l'âme sœur était de grandir, d'arrêter de se plaindre et de faire quelque chose pour ses cheveux. Il y avait la chercheuse Doom Sœur Magique qui prescrivait la tenue d'un journal, de longues randonnées, des bains moussants à la bougie et d'autres formules vaudou. Et il y avait l'homme, c'est-à-dire un gars moyennement mignon qui avait écrit un livre, qui donnait des conseils d'initié sur la façon de le séduire, ce qui impliquait de ne pas être critique et d'avoir les cheveux longs. Alors j'ai laissé pousser mes cheveux. J'ai pris des bains moussants. Et bien sûr, j'ai commencé à examiner mes problèmes. Mon échec était-il le résultat de ma peur latente de l'engagement, astucieusement masquée par un désir réel d'engagement, comme le suggérait une experte à la coiffure figée? Me sentais-je intrinsèquement indigne et diffusais-je cette piètre image de moi-même à chaque homme que je rencontrais? Autre suggestion délicate. Est-ce que mon incapacité à m'aimer moi-même signifiait que j'étais incapable d'en aimer un autre? Ou bien n'étais-je pas assez positive? Les experts s'accordaient à dire qu'une attitude positive était très importante pour attirer les hommes. Je pouvais le concevoir, certes. Mais ce n'est pas ma force. Je crois que le réchauffement climatique est réel et que le paradis est un fantasme. Je crois que les gens qui pensent que tout arrive pour une raison n'ont jamais dû ouvrir un journal. Certains appelleraient cela du négativisme. Je l'appelle réalisme. Beaucoup de bonnes choses sont arrivées pendant ma période de construction de Sarah 2.0. Je suis allée dans des résidences d'artistes. J'ai enseigné l'art du récit à des jeunes issus de milieux défavorisés. J'ai adopté un chien de refuge. J'ai appris à faire le poirier. Tout cela sous la bannière de « apprendre à aimer ma vie de célibataire ». Et je m'assurais que tout le monde sache que ma vie était absolument géniale avec ou sans homme. Mon appartement adorable. Ma carrière épanouissante. Mes amis formidables. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas jouer cette carte trop souvent, de peur que le cœur antique n'en conclût que ma vie bien huilée ne laissait aucune place à l'amour. Comme un ami me l'a dit un jour. Parfois, on voit une femme qui gère si bien son affaire qu'on se demande qu'est-ce qu'elle ferait de moi. Mes efforts ont porté leurs fruits en m'apportant beaucoup d'amis et en remplissant mon calendrier d'activités enrichissantes. J'ai fait des rencontres sur Internet, du speed dating et des rendez-vous à l'aveugle. J'avais des cheveux magnifiques et un sourire confiant. Mais j'étais toujours seule. Et dans le noir du samedi soir, je me demandais encore, quel est ton problème? Marc et moi nous sommes fréquentés pendant 1 mois, avant que je ne lui révèle mon piètre CV amoureux. Quand je l'ai fait, il a haussé les épaules. Tant mieux pour moi, a-t-il dit. Tous ces autres gars étaient des idiots. Et c'était tout. Pour Marc, je n'étais pas un problème à résoudre, un puzzle qu'il fallait déchiffrer. J'étais la femme dont il tombait amoureux, tout comme je tombais amoureuse de lui. 6 ans plus tard, en juin dernier, lui et moi avons fêté notre premier anniversaire de mariage. Mes amies proches, celles avec qui j'avais partagé tant de séances de thérapie improvisées, étaient venues au mariage dans un petit parc de Brooklyn. Leurs maris aussi. Avons-nous trouvé l'amour parce que nous avons grandi, avons fait face à la réalité
et avons réglé nos problèmes. Non, nous avons simplement trouvé les bons gars. Nous avons trouvé des hommes qui nous aiment même si nous sommes toujours grincheux et névrosés, que nos carrières ne sont pas encore au top, et que parfois nous parlons trop fort, buvons trop et jurons devant les informations à la télé. Nous avons des cheveux gris, des vêtements démodés et un mauvais caractère. Ils nous aiment quand même. Quel est mon problème? Plein de choses. Mais là n'a jamais été la question.